Merci de choisir HK6 Télévision pour ces nouveaux numéros d'Actu Soir. Vous le savez, l'actualité reste dominée par les débuts, dans quelques heures, des négociations directes entre la République démocratique du Congo, le M23. La grande question est de savoir, est-ce vers une paix durable? On en parle tout à l'heure et j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Amani. Il est chercheur, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, début des négociations, je venais de l'annoncer, dans quelques heures à Luanda. Comment vous trouvez cette forme que prend pratiquement ces rapprochements en vue d'aboutir à la paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo? Bien, merci beaucoup pour la question. Je pense que nous saluons, quand je dis nous, le Congolais dans sa majorité, nous saluons les démarches internes ou externes qui tendent à restaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC, cette partie en proie à des conflits interminables. Alors, moi je pense que l'initiative est bonne, mais la crainte de cette initiative, c'est que ça vient chevaucher, si vous voulez bien, aux initiatives déjà en cours. Dois-je rappeler que depuis un temps, les processus de Nairobi et de Luanda ont été fusionnés à un seul processus, n'est-ce pas, à l'issue d'un sommet conjoint SADC et EAC à Dar es Salaam. Et que, de ce point de vue-là, le président Lorenzo, qui était le médiateur désigné par l'Union africaine et qui lui-même est devenu président en exercice de l'Union africaine, n'était plus médiateur. Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, négocier avec les M23, c'est-à-dire le gouvernement congolais avec les M23, c'est qui est une bonne chose, mais les chevauchements dont il est question ici, parce que le sommet conjoint SADC et EAC avait désigné 3 personnalités africaines. Il s'agit de l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui était d'ailleurs médiateur ou facilitateur des processus de Nairobi. Il y a aussi l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, qui a aussi, n'est-ce pas, été impliqué dans les médiations congolaises dans l'ancien temps. Il y a aussi l'ancien premier ministre de l'Éthiopie, M. Bosch. Alors, il y a aussi l'initiative de la Cinco SCC pour, n'est-ce pas, qu'on appelle le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et je crains que cette initiative de Luanda, qui négocie avec un groupe rebelle, c'est-à-dire M23 AFC, alors que le processus de Nairobi concernait tous les groupes armés impliqués. Donc là, c'est la plus grande crainte que vous avez. Oui. Alors, autour de la table, de quoi sera-t-il concrètement question? Le M23 d'un côté, de l'autre côté, c'est la délégation de la République démocratique du Congo en tête d'affiche, Jean-Pierre Bemba. Bien, je crois que c'est ça aussi même le problème de ces négociations, parce que ça risque d'être des négociations pas directes, c'est-à-dire des négociations pour la paix, mais des négociations pour des compromis. D'un point de vue, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs groupes armés à l'est de la RDC ou en RDC. Au total, 252 groupes armés à l'heure actuelle. Et si on y associe avec le groupe que M. Thomas Lubanga venait de créer il y a quelques temps, donc ça fera 253 groupes armés. Alors, avec les M23, c'est une bonne chose. Mais jusque-là, on ne sait pas encore le contour. Mais la crainte, pour revenir à la question des craintes, c'est qu'on risque d'ouvrir une boîte de Pandore. Parce qu'en négociant directement avec le groupe M23 AFC, eh bien, un autre groupe armé qui se sentira lésé peut aussi s'inviter à la table avec l'idée que le gouvernement viendra négocier avec lui et faire du chantage, si vous voulez bien, vis-à-vis du gouvernement congolais. Alors, de quoi il sera question, pour revenir à votre question? Je crois que, d'emblée, il sera question de respecter d'abord le cessez-le-feu. Si Est-ce que ça a été respecté? Parce que le début de ce respect, c'était à minuit. Est-ce que vous avez de récentes informations attestant que le cessez-le-feu
été respecté à la lettre. J'ai craint que ce soit respecté parce que ça a toujours été violé. Et aujourd'hui, avant d'entrer dans votre studio, sur ces plateaux, je venais d'apprendre que les hostilités continuent aux alentours, n'est-ce pas, de Walikale, qui est ce territoire du Nord Kivu, voyez-vous? Non, le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Il n'a jamais été respecté et je crois que le gouvernement congolais devrait toujours être prudent parce qu'en face du gouvernement congolais, il y a, n'est-ce pas, cette rébellion qui a beaucoup de malignité et s'inscrit dans cette stratégie militaire talk and fight, c'est-à-dire on se parle, mais on continue les hostilités, voyez-vous. Même en étant à Luanda, nous souhaitons que le cessez-le-feu soit respecté, mais la crainte, c'est que la ruse que les uns ou vis-à-vis des autres vont utiliser, c'est qu'on va continuer à se parler, mais aussi on va continuer à chercher à conquérir d'autres localités, et c'est ce qui va, n'est-ce pas, déranger le processus de négociation. Alors, il y a plusieurs doutes qui ont été émis dans le chef de certaines personnalités RD congolaises, doutes selon lesquels il ne fallait pas déléguer une équipe de l'RDC à ces négociations-là, au regard de la malignité à laquelle vous faites allusion des agresseurs. Bien, vous savez, on ne le dira jamais assez, il n'y a pas de diplomatie sans négociation. Le mot peut fâcher ou peut déranger, mais négociation ou dialogue, ça va de pair, parce que tant qu'on dit on veut privilégier la voie diplomatique, eh bien, il faut s'attendre qu'on va aboutir à des négociations ou à des dialogues. Mais un élément important qu'il faut préciser, M. Christian, c'est qu'on va à des négociations ou à des dialogues avec, n'est-ce pas, les protagonistes, mais il faut y aller en position de force. Ça, c'est de un. Et d'aider un autre élément important, lorsqu'on décide d'aller en négociation ou en dialogue, il faut savoir les cahiers des charges de vos interlocuteurs. Et voilà pourquoi la crainte, ce que je ne souhaite pas, mais au regard de la situation, la crainte, si on peut le dire ainsi, de l'échec des négociations de Luanda, c'est que d'un point de vue, il n'y a pas eu au préalable les tractations du médiateur pour essayer de détecter pratiquement exactement le bien fondé de leurs revendications. Le bien fondé de leurs revendications et d'avoir une idée des cahiers de charges des uns et des autres. C'est à Luanda que peut-être les médiateurs, bien que sous les médias, on apprend que le M23, sa position M23 FC, sa position c'est celle-ci, alors que pour le gouvernement congolais, on comprend aussi sa position c'est celle-ci. Mais dans la conduite des négociations, ça aurait été mieux que le médiateur, le président Lorenzo ou son délégué, devrait faire, n'est-ce pas, des tractations vis-à-vis du M23 FCC et vis-à-vis du gouvernement pour avoir une vue générale des cahiers des charges, de sorte qu'il n'y ait pas de surprise. Peut-être sous la table, le M23 va apprendre que la RDC exige de cette rébellion ce que le M23 ne sait pas. Ou sur la table ou sur terrain, le gouvernement congolais apprendra du M23 qu'on exigerait au gouvernement ceci ou cela et le médiateur sera dans l'embarras. Voyez-vous, voilà pourquoi je crains que... Donc vous avez l'impression que c'est à la va-vite. Il aurait fallu d'abord interroger le cahier de charges des uns et des autres. C'est très important dans le processus de négociation, sinon ces négociations risquent, n'est-ce pas, d'aboutir à des fiascos, ce que je ne souhaite pas. Ce qui est important, nous souhaitons que la paix et la sécurité reviennent à l'Est et sur toute l'étendue du pays. Plus de 2 décennies, eh bien, il y a lieu de penser la paix, de penser la sécurité au travers les dialogues ou les négociations pour aller de l'avant. Alors, à l'heure actuelle, vous l'aviez dit tout de suite qu'avant d'aller à ces négociations, faudra-t-il se rassurer que vous êtes en position de force? Est-ce la RDC se trouverait dans cette force-là? Bien, vous savez, voilà pourquoi je parlais au début de la stratégie de talk and fight. Il y a longtemps, vous avez suivi les différents responsables du M23 réclamer, n'est-ce pas, les dialogues, les négociations à chaque fois. C'est que le gouvernement congolais jusque-là refusait. Mais tout en réclamant les dialogues ou les négociations, le M23 AFC continuait l'offensive, voyez-vous, et s'inscrivait dans cette stratégie de talk and fight. Alors, cette stratégie, si vous voulez bien, a permis
à ces groupes rebelles de gagner du terrain ou de récupérer quelques localités. Et en récupérant quelques localités, ça lui donne droit, ou si vous voulez bien, ça lui donne droit au chapitre dans les négociations. Je crois que si on avait accepté les négociations dans l'ancien temps, aujourd'hui, on ne serait pas beaucoup plus pénalisé qu'aujourd'hui. Parce que Goma est entre les mains du M23 AFC, je vais dire, excusez-moi, et la ville de Bukavu, voyez-vous, et d'autres localités. Alors qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a maintenant cette position de force qui, n'est-ce pas, qui dérange. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas s'atteler maintenant beaucoup plus sur ça parce que le M23 s'inscrit dans cette logique en violant les cessez-le-feu, que ce soit pour l'année passée en août et en décembre et même en janvier. Et cela lui a donné la possibilité de récupérer. Alors, honnêtement, quelles sont les thématiques qui doivent inévitablement être au centre de ces négociations pour ne pas frustrer un camp ou l'autre? Alors, malheureusement, je ne suis pas dans la délégation des uns et des autres, mais d'emblée, on peut dire que les thématiques, c'est d'abord le respect du cessez-le-feu ou la cessation des hostilités, la cessation des hostilités. Là, ça ne va pas fâcher un camp. Ça ne va pas fâcher. Dédé, je pense qu'on peut aussi exiger au M23 de se retirer des localités ou, n'est-ce pas, des entités qu'elle a déjà récupérées, c'est-à-dire Bukavu, Goma, et de se retirer. Ça, c'est de trois, je pense que... Se retirer sans compromis. Sans compromis. Le M23 pourra exiger peut-être au gouvernement congolais de lever les restrictions ou peut-être les condamnations à mort de leurs acteurs, voyez-vous. On peut exiger que dès que nous acceptons la reddition ou de déposer les armes, nos forces armées pourront peut-être intégrer l'armée. C'est que, je crois que cette question fâche, n'est-ce pas, pour le gouvernement. L'intégration des groupes rebelles dans nos forces armées. Alors, je crois ça craint. Avec les temps, on parlerait encore de la traîtrise, tout à fait, de l'infiltration. On a assisté, n'est-ce pas, à ce phénomène de brassage qui n'a pas apporté des résultats escomptés. Et je crois qu'aujourd'hui, on est mal parti pour dire exactement les sujets sur lesquels le M23 ou le gouvernement congolais va débattre. Mais lorsque vous lisez les médias, bon, pour le M23, ils voudraient que le gouvernement soit démissionnaire et qu'on commence une sorte, un départ à zéro, alors que cela va retarder encore beaucoup de choses. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est dans quelques heures, donc demain mardi, que les négociations commencent. Nous attendons voir comment ça va commencer, mais les souhaits de tous les Congolais, c'est que la paix et la sécurité reviennent. Ça, c'est de un. De deux, nous voulons que ce soit des questions d'intérêt général et non des questions de positionnement des uns vis-à-vis des autres. Le plus souvent, dans des négociations, on y va soit pour parler intérêt personnel ou pour parler positionnement. Il est rare des négociations où on y va pour parler intérêt général. L'intérêt général serait de dire que nous déposons les armes ou nous arrêtons ceci pour construire la nation, pour que la paix et la sécurité reviennent. Dans le cas contraire, ce sera un arrangement entre X et Y et ça risque encore, malheureusement, de tels arrangements risquent encore de replonger le pays quelque temps après dans des guerres parce que ce ne sera pas la première fois que le gouvernement congolais négocie ou dialogue avec un groupe rebelle ou avec un belligérant. Mais quelque temps après, il y a une sorte de volte-face vis-à-vis du gouvernement ou vis-à-vis du belligérant. Et que doit être l'attitude du facilitateur? Nous allons chuter par là. Bien, l'attitude du facilitateur doit être naître d'abord, comme ça a toujours été, et il doit être réceptif, il doit écouter les uns et les autres, bien que un camp ne peut pas souhaiter écouter les doléances de l'autre. Et c'est ça même les négociations ou les dialogues. On y va avec un cahier de charges, avec un point de vue qui nécessairement peut ne pas être d'accord avec l'autre, mais on y va à la table des négociations pour et discuter, échanger. C'est à l'issue des négociations
qu'on peut arriver à un compromis ou on peut ne pas arriver à un compromis. C'est ça même les négociations. Mais nous souhaitons que ce ne soit pas des négociations pour des intérêts individuels ou des intérêts d'un camp contre l'autre, mais que ce soit des négociations pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour la paix et la sécurité, afin que le développement soit au rendez-vous et que la stabilité soit aussi au rendez-vous. Frédéric Amani, je rappelle que vous êtes chercheur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Par ici prend fin ce numéro d'Actu Soir. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.